Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Un FC Stream Team à 3 cette semaine. Il y a quelqu'un qui manque, mais on fait 100, c'est très bien. D'ailleurs, on ira le rejoindre dans Duplex tout à l'heure. On commence par l'inviter. Chérif Guémour, la légende Chérif Guémour. Oh là là. Journaliste SoFoot, excellent goût musicaux en plus. Merci. Et il vient nous présenter, on en parlera tout à l'heure. Platini, d'ailleurs, il a pas de nom, si, Zico Franc, bouclette et petit short, édition Marabout. Bouquin collectif. Ouais, bouquin collectif, ouais. Bon, j'ai supervisé. Ouais. Bonjour Maxime, bonjour Ouais. Cyril. Commençons par les civilités. Et oui, c'est un ouvrage collectif. Donc, vu mon ancienneté, on va dire ça comme ça, j'ai supervisé. Et puis voilà, puis j'ai écrit pas mal d'articles aussi, des inédits. Donc, T'as pris de la hauteur comme Platini. absolument, j'ai joué le sélectionneur. Voilà, exactement. Et on s'est qualifié. Et on s'est qualifié. Salut Cyril. Salut. Cyril Morin, rédacteur chef du .fr, voilà, Eurosport.fr. Vous connaissez tous évidemment Tour d'Europe. Ah là, tu sais pas quoi citer dans mon œuvre. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai pensé déjà au coup d'après. Puisque Martin n'est pas là. Martin, tu l'as envoyé, je crois, en reportage. Ouais, Espagne. ouais. C'est vraiment un truc très impactant éditorialement qu'il est en train de couvrir, puisque c'est un tournoi de padel dans une institution réputée pour les vacances. Mais il a voulu quand même intervenir dans l'émission, parce que Martin, il est comme ça. L'ego de Martin. Donc on va le rejoindre tout de suite si ça fonctionne. Le duplex, ouais. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. En plein effort. Hein. Ah ouais, d'accord, ouais, grosse activité. Hein. C'est bien pour l'image du journalisme. Ouais. Alors, mais on va lui demander de venir et avec le saxo et avec le maillot de bain la semaine prochaine. Ouais, déjà, première bonne nouvelle, il met un maillot de bain, ce qui n'était pas forcément gagné. Et deuxième chose, en revanche, Eurosport est quand même une chaîne qui se respecte, c'est une marque respectée quand même. Il a envoyé un reportage, il fait le con dans une piscine. On est quasiment au mois de décembre. Qui dit décembre dit entretien individuel. Moi, je dis pas, je suis plus en N+1, c'est Cyril. Donc j'espère qu'il va bien le charger. Je peux te dire que mardi, il va y avoir des oreilles qui vont être tirées. Ouais. Et j'espère que l'augmentation se résumera à ça pour Martin. Voilà. En gros, voilà. Parce que là c'est la goutte d'eau. C'est même plus la goutte d'eau, là, c'est la piscine. Oui, c'est la piscine qui déborde. C'est la piscine qui déborde. Voilà. Merci Martin, bravo encore. Messieurs, on est quand même réunis pour parler football, pour parler d'actualité, parce qu'il y en a quand même eu pas mal, malgré la trêve. Mine de rien. Et le premier sujet, il est tout frais. On va parler des droits télé pour la Ligue des Champions qui ont été attribués jeudi, et Canal+, qui a raflé le gros lot. On va élargir un petit peu ce sujet pour parler finalement de l'ambivalence entre la Ligue des Champions et la Ligue 1. Fut une période où c'était très complémentaire. On a l'impression, et on parlera notamment de la consommation aujourd'hui du football, que la Ligue des Champions est petit à petit en train de tuer la Ligue 1. On posera cette question en tout cas. On va ensuite parler d'un revenant. A priori, c'est pour demain. A priori, c'est vraiment devrait être dans le groupe. Là, c'est quasiment sûr. Paul Pogba qui revient avec Monaco. Quasiment 3 ans sans jouer, dont 2 ans quasiment de suspension. On va se demander, est-ce que Pogba a encore un avenir? Est-ce qu'on a une chance de revoir le grand Pogba? Et évidemment, vous imaginez bien où on l'entraîne vers la Coupe du Monde des États-Unis. Est-ce qu'on a une chance de revoir Pogba pour une 92e sélection en équipe de France? Et qui dit Coupe du Monde, dit grand moment de l'équipe de France. On terminera donc par évoquer Michel Platini. Et on parlera peut-être de ce duel un petit peu... évident dans l'histoire du football français, Platini, Zidane qui est le plus grand. Je crois que Chérif a son avis sur la question. Ma petite idée. On essaiera de répondre à tout ça. Et puis il y aura du débat, parce que je crois que Maxime aussi a des choses à apporter. Un indice chez vous, est-ce qu'il est sur est-ce qu'on le voit là actuellement? Oui, il est entre tes mains. Voilà, c'est le seul indice. Alors, ce qui va être après, on donnera le nom après. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on a 3 générations de Platiniens ici. Chérif l'a vu jouer. Ouais. Vous connaissez le joueur Platini. Moi, je connais surtout le sélectionneur. C'est mes années, c'est sélectionneur. Et Cyril connaît le dirigeant. Donc, on a tous une image un peu différente de Platini. Et justement, ce qui est intéressant aussi, on en reviendra là-dessus, c'est son image a été un peu brouillée, à mon avis, malgré lui. Ouais. Et c'est de raconter, en fait, qui est le vrai Michel Platini. Est-ce que c'est le type qui se dépeint amoureux du jeu, qui aime le jeu, ou qu'il a été, comme il a été dépeint ces dernières années avec toutes les affaires autour de la FIFA. Voilà, ça, on en parlera en 3e sujet. On va parler de tout ça. On va commencer
par la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, les droits de la Ligue des Champions ont été réattribués à Canal+ pour un prochain tour jusqu'en 2031. Ouais. Il y avait la grande crainte de la chaîne cryptée de la voir partir, notamment en partie sur un GAFA, sur un modèle mondial un peu comme la NBA, c'est-à-dire qu'un GAFA comme Amazon qui aurait ramassé une rencontre pour tous les pays. Ça n'est pas arrivé. A priori, Canal+ a payé même un peu moins qu'au dernier tour d'enchères. Pardon, je vais y arriver, je cherche mes mots. Qu'est-ce que ça dit de la Ligue des Champions? Et surtout, quelles répercussions, parce qu'il y en a sur la Ligue 1. Cyril, je te laisse démarrer. Ce que ça dit de la Ligue des Champions, c'est que c'est aujourd'hui le droit premium, le plus premium et le plus gold qui puisse exister en football, de par sa récurrence, tous les mardis, tous les mercredis, quasiment de septembre à juin. On a des janvier inclus. Janvier inclus désormais, exactement, ouais. Avec l'ajout du nouveau calendrier. La nouvelle formule permet des chocs à gogo. Voilà, si on reprend la semaine prochaine, on a, je crois que c'est Barcelone-Chelsea. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu des affiches. Chaque semaine, on est gavé et on est gâté. Donc voilà, je pense que la Ligue des Champions est en train de devenir. C'était déjà un événement incontournable, mais voilà, je pense au match du dimanche soir, par exemple en Ligue 1. Il y avait toujours un impact et le lundi matin, on se retrouve à la machine à café. On débriefait le match du dimanche soir. Aujourd'hui, la machine à café, on a l'impression que c'est le jeudi matin et qu'on débriefe les 2 dernières journées de Ligue des Champions, que ce soit le PSG, que ce soit l'OM pour la compétition actuelle, et que c'est devenu un passage obligatoire qui était peut-être moins obligatoire par le passé, et que là, ça devient le droit foot premium le plus important aujourd'hui, dans le paysage médiatique français. Est-ce que tu pourrais te passer de la Ligue 1, Chérif? Non, quand même pas. D'abord, c'est notre pain quotidien en tant que journaliste. Et puis, non, il y a encore un attrait. Bon, évidemment, avec la prédominance du PSG, le suspense s'est un peu tué. Mais après, pour le reste, il y a des belles épopées. Là, par exemple, un peu comme tout le monde, c'est pas que je me passionne pour Strasbourg, mais ça me plaît bien. On voit en plus que cette année, il y a des entraîneurs qui prennent des risques. Puisque, on est devenu un championnat un peu mature. C'est-à-dire que jouer le maintien, c'est l'option la plus sûre pour redescendre. Je pense aussi à un club comme Metz. Maintenant, les équipes se mettent à jouer. Mais par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord avec toi, Cyril, c'est que la Ligue des Champions, comment elle phagocyte nos esprits, c'est d'autant plus vrai. Je me rappelle, l'année dernière, rappelez-vous, à chaque week-end, quand Brest reprenait le collier en Ligue 1, on était encore dans les images de ce qu'ils avaient produit le mardi et le mercredi. Et on les reconnaissait plus, c'était plus la même équipe, on était un peu déçus. Alors qu'en fait, non, c'était la même équipe, elle jouait tout aussi bien. Mais on avait encore les étoiles de ce qu'on avait vu en milieu de semaine, en fait. Et c'est vrai que ça pénètre les esprits. Moi, ce qui m'a interpellé dans ce résultat d'enchères pour la Ligue des Champions, c'est qu'il y a eu une baisse. Et on n'est pas... Alors, on a été sur des moments de football français où la Ligue 1 était survendue, il y a surenchérie parce qu'il y avait de la concurrence. Et honnêtement, vu ce qu'attendait l'UEFA, je m'attendais à une hausse. Alors je pense que la hausse globale, ils vont l'avoir, il y a plus de 5 milliards. Ouais. Mais en France, donc, il y aurait cette baisse. On serait passé de 480 millions sur tous les matchs de Coupe d'Europe, C1, C3, C4, à 450. Alors j'ai essayé de réfléchir à ce que ça disait, cette baisse des droits. Alors déjà, ça dit une chose, c'est que le fantasme des GAFA, il va falloir arrêter avec ça, avec le mythe des GAFA. Tous les 3 matins, on nous dit... Qui devait sauver la Ligue 1 d'ailleurs. Attention, ils vont tout... Ouais, mais justement, j'y viendrai après, parce que je pense que ce n'était pas si simple que ça. Apple va venir, Apple va tout racheter. Or, si vous regardez ce que font les GAFA globalement, c'est qu'ils achètent plus souvent des événements ponctuels. Le match de Noël de NFL, le match de NBA de Christmas, etc. Hormis peut-être maintenant Amazon, mais tu le disais tout à l'heure, Chérif, quand on en parlait, Amazon est américain et a racheté un produit américain pour le monde. Donc et encore, sur des petites quantités de matchs, je crois qu'il y a à peu près 80 matchs, qui est ridicule à l'échelle de la NBA. Moi, je pense que si ça a baissé, qu'il n'y a pas eu de clients en face, notamment pour aller acheter, c'est que le football en France pâtit d'une image dégradée. Et je pense que tout ce qui se passe depuis 2, 3, 4 ans avec la Ligue, avec les droits TV, finalement, à un moment, on se dit... finalement, le football, l'image, elle n'est pas géniale. Est-ce que, quand un acteur étranger vient, il se dit en France, parce que Paramount est allé investir dans les autres pays européens. Oui, mais Et le côté, c'est de se dire, en fait, Paramount, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rentabiliser. Je
pense qu'ils disent qu'en France, on ne rentabilise pas. Et je pense que tout le football français aujourd'hui se tire une balle dans le pied. Et j'ajoute juste un truc. Alors, le mythe de penser que parce que Canal n'aurait pas eu la Ligue des Champions, il serait venu sur la Ligue 1, vu que c'est devenu une affaire personnelle, j'en suis vraiment pas sûr. Sur l'argument Paramount et Canal+, il faut rappeler aussi que Paramount n'a peut-être pas voulu aller trop fort en termes de tarifs parce qu'ils sont distribués par Canal+. Ce que ça dit là, c'est que, grosso modo, Canal+ est devenu, en France, le plus gros pourvoyeur, ou en tout cas la plus grosse plateforme de distribution, et que la conséquence directe, c'est que, tu l'as dit, certains présidents de Ligue 1 rêvaient de revoir Canal+ revenir sauver la Ligue 1. Il faut définitivement mettre ça derrière nous. On est en 2025, 2031, tu l'as dit, sur cet appel d'offres pour la Ligue des Champions. Voilà, là, les clubs de Ligue 1, ils ont 6 ans pour se dire, OK, on abandonne cette chimère Canal+, on abandonne l'idée qu'à un moment, ils vont revenir avec leurs millions, nous sauver et faire de la promotion. Non, Ligue 1+ va devoir vivre et survivre par lui-même. Canal+ ne va pas les aider, c'est même plutôt l'inverse jusqu'à présent. Peut-être qu'un jour, il y aura une nouvelle distribution si les hommes en place changent, mais en termes de stratégie, en tout cas, il va falloir que Ligue 1+, et que la Ligue 1 et la LFP en général comprennent que ce rêve-là, il est à abandonner et qu'il va falloir travailler pour imaginer d'autres choses. Et ça va faire du bien, je pense que certains se prennent un petit mur de réalité en face et qui commencent à mettre les mains dans le cambouis, parce que par moments, on a l'impression que c'est beaucoup d'improvisation sur des produits quand même qui sont destinés à un très grand public. Plus le temps passe et plus ce qu'on appelait avant l'esprit Canal, à la fois le cinéma et le football, plus le temps passe, plus on s'éloigne de cette culture. Il y a des nouvelles générations qui finalement n'auront pas connu l'âge d'or de Canal+, la L1, le foot et tout. Et là, on fait un saut jusqu'en 2031. Comme tu le dis, il va falloir que les présidents arrêtent de rêver. Parce que là, il y a une rupture. Là, on était encore... il y a peut-être une dernière implication, comme on a vu ce printemps avec Maxime Sada. Comme tu le rappelles, il en a fait une petite question personnelle. Parce que mine de rien, est-ce qu'il a surpayé les années précédentes, quelque part, faut dire la vérité, il s'est fait avoir par... par la Ligue, c'est le fruit du problème. C'est-à-dire qu'il y a eu la négociation. Donc voilà. La Ligue n'a pas voulu revenir sur le prix d'achat de Canal alors qu'elle offrait à Amazon, je crois, c'est 250 millions les 8 matchs. Donc Canal l'a mal pris. Oui, bon, après, Maxime Sada a réclamé une petite compensation, mais c'était assez malvenu. De toute façon, la Ligue 1 n'a plus d'argent. Donc voilà. Il y a pour moi, c'est ça. C'est sur le temps long, c'est la rupture du distributeur historique qui était Canal+. Et là, je crois que c'est vraiment acté. Il y a vraiment une rupture parce que 2031, revenir. Mais c'est la rupture avec le grand public aussi. C'est ça. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est que là, le grand public, désormais, il se connecte le mardi et le mercredi pour regarder PSG Barcelone. C'est ça. Et même un PSG, c'est PSG Le Havre, donc c'est pas l'affiche la plus sexy, mais un PSG Lille un dimanche soir. Ça va faire des bonnes audiences sur Ligue 1+, mais c'est pas un sujet de conversation comme c'était le cas avant, quand vous aviez les Olympicos le dimanche soir et que derrière, ça faisait débat pendant quasiment 4 jours. Et on le voit aussi dans notre couverture quotidienne, c'est-à-dire que les sujets Ligue 1, éditorialement, prennent moins, tout simplement. Il y a moins, et pourtant, Dieu sait qu'on parle d'arbitrage, de choses comme ça, mais les polémiques sont moins longues, sont moins vivaces, et le produit Ligue 1 a pris un coup, en termes d'exposition, tout simplement. Peut-être que la Ligue aurait mieux fait de garder des bonnes relations avec DAZN, parce que je rappelle qu'avant, c'était le précédent appel d'offres, avant la rupture, c'était plus de 400 millions. Quand on y pense, maintenant, ils seraient très contents de les avoir. Mais je pense qu'en effet, c'est ce que tu dis, moi, le risque, il est là. C'est-à-dire que la puissance de la Ligue 1 est en train de tout écraser. En fait, on est dans un système de la C1. La C1, pardon, de super élitisation du foot comme du sport. C'est comme avec le tennis, les grands chelems, les Master 1000. La F1, on se contente de 24 rendez-vous. Et bien là, la C1, c'est pareil. Moi, j'ai un neveu qui est ado, qui est au collège. Ah ouais, PSG Bayern, ouais. Est-ce que ça l'embête que le PSG écrase la Ligue 1 ? Non, ils s'en foutent, ça fait même rire. Alors que ça a tué tout le suspense et tout l'intérêt. En revanche, du PSG Bayern, de ceci, de cela, du highlight sur YouTube, etc., il est très content. Donc voilà, là, on va vraiment vers ce mode de consommation de plus en plus. Et je le redis, que les présidents, tous les 4 matins, disent « Oh, Canal, ils vont venir nous sauver, ils vont venir nous sauver. Arrêtez de rêver, les gars. » Enfin, surtout, commencez peut-être à penser directement à vos modes de fonctionnement qui ne sont pas les bons. On rappelle les objectifs, ils sont assez élevés pour Ligue 1+, puisque à l'horizon 2028-2029, ils voudraient atteindre
2 millions et quelques d'abonnés, et des revenus qui pourraient monter jusqu'à 470 millions. On en est encore assez loin. Je crois qu'en septembre, Ligue 1 Plus a communiqué sur 1 million, qui était déjà un million, très bien. Voilà, exactement. Mais on en revient à ce qu'on disait, c'est que finalement, il y a eu une levée de bouclier, c'était en 2021, l'histoire de la Super League, non, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc 2021-2025, il y a 4 ans, mais la Super League, elle n'existe pas en termes de libellé, mais finalement, le contenu, on y est déjà. Le mardi et le mercredi sont les temps forts de la semaine football. Et le week-end, bon, il n'y a que la Première Ligue qui résiste un petit peu à ça, de par, historiquement, son ancrage sur le territoire. Mais la Ligue 1 subit. La Liga subit aussi et ne vit que par le Real et le Barça, en tout cas ailleurs. La Serie A, j'en parle même pas. Bon, la Bundesliga a un écosystème un peu plus serein et un peu plus sain, j'ai envie de dire. Donc, on voit d'autres choses, mais en tout cas, on arrive déjà dans une forme de Super League. C'est très malin ce qu'a fait l'UEFA en changeant sa Ligue des Champions, parce qu'en plus de donner un premier tour qui est complètement délirant, ils ont fait entrer des clubs qui ne la jouaient plus, la Ligue des Champions. Donc ils donnent, c'est ça, on est dans une ligue fermée qui ne dit pas son nom, mais qui a ouvert un peu. Ça me rappelle la scène des visiteurs quand Godefroy de Montmirail est à table et il y a Jacouille, il lui jette les restes. Et ben c'est exactement ça. Eux, ils restent à table et on donne un peu de reste à Paphos, tout ça, et comme ça tout le monde est content. Il y a des petites épopées. Ça plaît au public. Des petites épopées, des toutes petites, parce que l'année dernière, Brest, ils finissent par prendre 10-0 sur les matchs. Bien sûr. Mais... Donc, non, mais c'est ça, il y a un temps pour tout. Et moi, le regret que j'ai sur le premier tour, et je l'ai déjà dit ici, c'est que PSG Bayern, potentiellement dans une phase de groupe précédente, ça peut être excitant si le PSG s'est un peu pris les pieds dans le tapis sur un match ou non. Là, en fait, l'émotion est diluée. Je me suis fait cette réflexion-là l'année dernière sur le premier match de Monaco quand ils battent le Barça. Je me dis, ouais, c'est super, sauf que il y a tellement de points en jeu, il faut être dans les 24 premiers. En fait, l'émotion, elle revient à la 6e, 7e, 8e journée, et après, les playoffs et le tableau final. Et surtout, je rajoute un dernier truc, là, pour la Ligue 1, ce qui est terrible, c'est que l'argent, l'Europe, ça va venir aux clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Les petits, voilà, ils sont condamnés à vivre comme des centres de formation, vraiment plus que jamais. Donc, non, ou à avoir des épopées dingues à la Brest où ils gagnent en une saison ce qu'ils pourraient gagner. Oui, mais résultat, j'ai l'impression que c'est pas la fête à Brest aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Si, ils ont peut-être, je ne sais pas s'ils ont assaini, en tout cas, ils ont été plutôt intelligents, mais ils se retrouvent dans la situation d'avant, c'est-à-dire un club qui joue le maintien et qui va jouer sa survie. Bah déjà, ils n'ont pas fait des folies au niveau salarial, ça c'est déjà une bonne chose. Non, donc c'est plutôt serein. Peut-être passons au deuxième sujet. Messieurs, après avoir parlé Ligue des Champions, on va revenir à la Ligue 1, justement, parce que c'est un événement. Paul Pogba pourrait redevenir footballeur professionnel ce week-end. Il est a priori, il y a grande chance, en tout cas, qu'il soit dans le groupe de Monaco pour affronter Rennes samedi à 19h. C'est simple, c'est pas arrivé depuis 2023. Il y a eu toute cette séquence interminable et surtout très douloureuse pour lui entre le contrôle et la suspension pour dopage, la réduction de sa sanction, le procès ultra médiatique autour de sa séquestration. Et puis on avait vu ses larmes au moment de sa signature en juin dernier à Monaco. Bon, on va se poser une question toute simple et on va aller direct au but aussi, Maxime. Quel espoir pour ce Pogba ? Et à moyen terme, et c'est presque du court terme parce que la Coupe du Monde débute en juin prochain, y a-t-il une chance d'avoir Pogba de retour au top niveau ? Alors déjà, Pogba, il y a la suspension, tu l'as dit, mais c'est quasiment 3 ans sans jouer. Parce qu'il y a des blessures avant et il y a une saison quasiment blanche. Oui, parce que quand il joue avec la Juve... La Juve, c'est terrible. Pogba, c'est historiquement, j'allais dire, un corps fragile, on va dire. Il y a eu des pépins ici et là. Pogba a passé la trentaine, Pogba donc n'a pas joué depuis 3 ans, mais Pogba veut revenir et c'est tout à son honneur. Et moi, je vais dire, je vais séparer l'homme de l'artiste, mais dire que moi j'ai très envie en tant que fan de foot de le revoir revenir parce que c'est un joueur que j'ai adoré à la Coupe du Monde 2018, pardon, quand il s'était, j'allais dire, affranchi de toutes ces fioritures, qu'il était devenu un joueur plus efficace et très utile. Et alors, c'est un peu à contre-courant, mais je l'avais aussi beaucoup aimé à l'Euro 2021, où il était le seul à surnager. Et dans son rôle de quarterback, c'était lui qui faisait le lien avec l'attaque. Et il y avait, pour moi, dans cet Euro, il n'y a quasiment que lui qui a joué à son niveau attendu. Donc Pogba, c'est un joueur formidable. C'est un sourire, c'est un joueur solaire. Nous, on l'a vu avec Martin à l'époque, à la Coupe du Monde 2018. Redevenir le joueur qu'on avait perdu, c'est-à-dire avec ses années Manchester, le joueur qui se fermait, qui n'avait pas envie de parler, un joueur vraiment qui vous entraîne avec lui, qui est un joueur formidable. Mais maintenant, on est... j'ai pas cherché très longtemps, je vais être très honnête, mais j'ai réfléchi.
je crois qu'on est dans un cas un peu unique, c'est-à-dire d'un joueur qui aurait disparu des radars 3 ans, non pas 3 ans comme Thauvin où le mec joue, mais il disparaît des radars. C'est 3 ans sont joués à cet âge-là et qui voudraient rejouer au plus haut niveau. Au plus haut niveau et revenir en équipe de France, dont avoir une 92e sélection et évidemment jouer la Coupe du Monde. Je lui souhaite de tout mon cœur que ça fonctionne, mais ça me paraît quand même assez compliqué, même si je pense que, et je redis ce qu'on avait dit à sa signature, je pense que Monaco, c'est le meilleur endroit pour ça, parce que, oui, il revient, mais imaginez si c'était à Marseille. Là, le bazar médiatique que ce serait. Là, au moins, s'il rejoue dès samedi, on va le suivre, on va le regarder, mais il aura quand même une bienveillance et une attention qui sera... au moins sur l'attention qui sera un peu moindre par rapport à un club plus médiatique. Donc c'est le meilleur, j'allais dire, c'est le meilleur carcan pour revenir, mais ça me paraît quand même très difficile. Il y a deux choses pour moi. La première, c'est les footballeurs, c'est des mécaniques de précision. Les footballeurs professionnels au plus haut niveau, c'est des mécaniques de précision. Et on a vu que l'interruption pendant le Covid, à peu près dans tous les championnats, a pas mal agi sur les organismes. Alors pas tout de suite, évidemment, mais dans la foulée, on a vu de la fatigue, des blessures, des contre-performances individuelles au niveau collectif. Là, c'est 3 ans. Le Covid, c'était quoi? C'était quelques mois. Là, c'est 3 ans, donc je suis assez sceptique. On parle de mécanique de précision, de joueurs de très haut niveau. Donc, l'habitude des matchs, de l'entraînement, de la concentration, la vie en groupe, les déplacements. Il n'y a pas goûté au plus haut niveau, on le rappelle, depuis 3 ans. Donc, moi, je suis sceptique, surtout passé la trentaine. Et la deuxième chose qui me dérange, et on est tous tombés là-dedans, moi le premier, c'est le storytelling Coupe du Monde. Attends, Paul, déjà, reviens dans un premier temps. Au niveau championnat, il aurait pu jouer à Rennes ou il aurait pu jouer à Lens. C'est ce que disait Didier Deschamps, d'ailleurs. Voilà. Commence à revenir. Ne te focalise pas sur tes statistiques, ne te projette pas sur l'équipe de France, sur la Coupe du Monde. D'autant plus qu'au poste où il joue, au milieu de terrain, on est plus que blindé, plus que fourni, à moins de redevenir ce que tu as dit, le Pogba qu'on a vu en 2018-2021. Là, il n'y a pas de souci. Mais il faut déjà cesser avec le storytelling Coupe du Monde. Et je crois d'ailleurs que lui, le premier, ça va lui faire du mal parce qu'il y a un surinvestissement mental sur ce grand rendez-vous. Écoute, c'est pas grave si tu fais pas la Coupe du Monde. Oui. Ouais, si tu redeviens un joueur professionnel, c'est magnifique. Si tu qualifies, tu aides à qualifier Monaco en Ligue des Champions la saison prochaine, ce sera super. Merci pour tout. Tu te projettes encore sur 2-3 saisons, mais tu oublies l'équipe de France. Enfin, même Deschamps, on a revu les images de sa conférence, à chaque fois qu'on le bassine avec ça, c'est pas qu'il est circonspect ou qu'il a fermé la porte, mais il dit déjà qu'il redevienne le footballeur qu'on a connu, déjà. Ce qu'il disait en octobre, il y a des étapes à franchir, effectivement. C'est la première étape peut-être ce samedi, mais je vais citer Alexandre Delal, qui est un ancien prépa physique de l'OL, qui était cité par l'équipe, où en fait le vrai risque, il n'est pas tellement sur l'endurance, il n'est pas tellement sur est-ce qu'il sait toujours jouer au foot et trouver des bonnes passes, sans doute, mais le football d'aujourd'hui est devenu tellement intense que ce qui compte, c'est d'être ultra explosif. L'explosivité, c'est un truc, ça se perd très très vite. Et regardez, nous tous ici, que ce soit avec l'âge ou parfois quand on se fait une entorse, le temps de revenir, les 3-4 premiers appuis, c'est pas du tout les mêmes que quand on est en très bonne forme, quoi. Ouais, et l'explosivité à l'entraînement, c'est pas la même qu'en match officiel. C'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai un vrai doute, surtout sur c'est un poste quand même ultra exposé au milieu de terrain, où là encore, les premiers appuis vont être capitaux. C'est pas un défenseur central qui va pouvoir allonger le jeu avec moins de pression sur lui. Il va être au cœur du réacteur et on va lui demander d'être à la fois endurant, d'être explosif, d'être dominant dans les duels. Et il n'a pas fait ça depuis 3 ans. Donc, on lui souhaite, et moi je suis sur la même ligne que toi, je pense que ce serait une super nouvelle pour le football français en général que Pogba redevienne un footballeur professionnel performant. Je suis assez d'accord avec toi. Faut qu'il soit lucide lui-même sur la concurrence à son poste actuellement en équipe de France. Et à Monaco, déjà. Lamine Camara, Zakaria, Golovin qui est un peu plus reculé. Et être conscient que, là on parle d'échéance à court terme, parce que c'est dans 6 mois, peut-être que lui il doit viser plutôt le moyen, long terme, et de se dire, ok, pour la prochaine saison de Ligue 1, en août prochain, là, j'aurais fait une prépa complète et je serais revenu. Donc, c'est un petit peu dangereux, je suis d'accord avec toi, de viser Pogba en équipe de France parce que c'est trop utopique, quoi.
Non, en plus, pardon. Vas-y. Non, mais on est en hiver, il fait froid, oui, les terrains sont durs. Et d'ailleurs, il va revenir en octobre, et puis bon, il y a eu un petit souci à la cheville. Moi, je ne peux pas lui en vouloir de viser l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que finalement, l'équipe de France, c'est le club de sa vie. C'est-à-dire le club qu'il n'a pas eu autrement, c'est-à-dire qu'il est arrivé en 2013, ses 2 premières sélections en même temps que Varane. Ça a été le fil conducteur. Alors, c'est souvent le cas quand vous êtes bon en équipe de France, mais sauf que il fait partie de ces générations qui n'existaient pas tellement avant, je trouve, où on peut vivre par l'équipe nationale. Qui n'ont pas une grande carrière en club. Je pense aux Allemands, Klose, Podolski, ces mecs-là qui ont, si on pense à eux, on ne pense pas à eux sous les maillots des clubs, mais on pense à eux sous l'équipe de France. Lui, il y a ça. La Juve la première fois, Manchester, ça ne marche pas. La Juve la deuxième fois, il se blesse et puis il y a la suspension. Et en fait, le seul vrai fil conducteur et le vrai bonheur de sa vie, c'est l'équipe de France et c'est évidemment Didier Deschamps, c'est tout ça. Donc je pense que ce surinvestissement. Mais c'est pas l'équipe de France qui pose problème, c'est de citer l'échéance Coupe du Monde en fait. Oui, c'est-à-dire que si on est à... Tu reviens pas en équipe de France pour jouer l'Azerbaïdjan. Non, mais tu peux revenir. Enfin, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a le calendrier fait qu'il y a une sorte de pression autour de cette échéance-là, alors qu'en réalité, peut-être que l'année prochaine, s'il fait une saison à la Corentin Tolisso, il pourra se rapprocher beaucoup plus de l'équipe de France parce que Deschamps le connaît, etc. Mais là, sur les 7-8 mois qui lui restent... Non, mais une chose est sûre, là où vous avez raison sur l'histoire de l'ambition Coupe du Monde, c'est que même s'il ratait la Coupe du Monde, il est génération 93, il aurait 33 ans. Pas délirant de l'imaginer à 35 ans jouer l'Euro. Exactement. Voilà. On peut le revoir. Ça, la Ligue des Nations, c'est quand ? C'est entre-temps, non ? Non, c'est après, mais bon, ça, après. Je compte pas ça. On oublie ? Ah, c'est pas mal. Pas mal finir. Non, chérie, pas toi. Bon, allez. Alors oui, le Final Four à la rigueur, mais là, c'est une compétition PES, on invente des compètes pour, bref. Ça va être à lancer la machine, chérie, attention. Non, mais au moins, le revoir en Ligue des Nations, c'est le revoir en équipe de France tout court. Je vais faire une remarque. Moi, je me rappelle dans les années 2000, il y avait la Coupe des Confédérations qu'on snobait. On l'avait gagnée 2 fois. Ça avait sa juste valeur. Tu vois. J'ai introduit la nuance. Et après coup, quand nous, les Français, on ne la jouait plus la Coupe des Confédérations, déjà, on avait les boules, on se disait, on est déclassé. Puis on se disait, finalement, c'est une compétition qui est pas mal. Bon, après, je reconnais, on l'avait ouvert à d'autres nations, le plateau était un peu plus large. Mais la Ligue des Nations, je pense qu'avec le temps, on sera bien content de la gagner. Enfin, je veux dire... S'il ne reste que ça... on verra avec le temps. Avec le temps. C'était qu'une fois, au début c'était en Arabie Saoudite, mais une fois que c'est arrivé dans les pays, c'était une année avant la Coupe du Monde. Oui, je suis d'accord. Et c'était un test. En fait, l'idée c'était ça, on regarde le pays. D'ailleurs, 97 c'est en Arabie Saoudite, le tournoi de France, mais en gros, c'était vraiment, ça comptait, mais voilà. Des nations. Tu verras quand c'est 2013 où Neymar prend feu et c'est le Brésil. Justement, je me souviens qu'il y avait au Brésil, il y a tout le bazar au Brésil, on est à la Coupe du Monde. Ils avaient explosé l'Espagne. Mais bon, bref. Et voilà quoi. Non, mais bon, pour en revenir à Pogba, évidemment, on l'adore. On veut tout ce qui revienne, ce serait magnifique. Mais déjà qu'il finisse le championnat. Les conditions, en plus, il arrive dans une équipe qui est un peu malade. On va rappeler qu'il y a une grosse concurrence au milieu quand tout le monde sera là. Et puis, au niveau de l'intensité, il va revenir en hiver. Je ne sais pas si c'est la meilleure saison avec les terrains durs. Et surtout, on va rentrer dans le cycle, dans le Money Time, comme on dit, Ligue des Champions et Championnat de France. C'est-à-dire avec les matchs en décembre et en janvier. Et gare à la surchauffe, gare au surinvestissement. Franchement, s'il passe déjà le premier test, c'est-à-dire décembre, janvier, sans trop de casse, il aura déjà marqué beaucoup de points. C'est ce qu'on lui souhaite. Bien sûr, mais d'ailleurs, l'unanimité qu'on a sur ce plateau autour de lui, c'est une de ses plus belles victoires finalement, parce que c'est quand même un joueur qui a beaucoup clivé par le passé. La sarabande. Voilà, la sarabande, son passage à Manchester United où il se faisait déchirer chaque semaine en Angleterre. Voilà, c'est ce que tu dis, l'équipe de France a été son club, et je pense que le public français saura lui rendre un juste hommage. Je ne vais pas révéler un grand secret, mais on avait eu une discussion avec Martin une fois, on préparait quelque chose sur l'équipe de France, on était allé voir quelqu'un du staff de l'équipe de France. C'était avant la Coupe du Monde 2018, et qui nous disait pourquoi c'est simple avec lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va se mettre à sourire, parler, tout le monde est dans son sillage. C'était au moment où il était un peu bloqué, il avait du mal avec les médias. Et on lui a dit oui, évidemment, et Coupe du Monde, ça n'a pas raté. Alors c'est bien, ça a bien commencé aussi pour lui, mais dès qu'il a parlé, dès qu'il dit les choses, c'est difficile de ne pas l'aimer, Paul Pogba.
Ça fait partie de ces joueurs qui sont solaires. Ils arrivent dans une salle, ils ont le sourire et vous êtes entré dans leur sillage. Donc, visiblement, c'est ce qui se passe aussi à Monaco. Visiblement aussi, il ramène un peu de. Je pense que c'est pas un mauvais partenaire, ça j'ai dit. Non. Et les années Pogba-Griezmann, c'est magnifique. Tu parles d'années Pogba-Griezmann, on va revenir à d'autres années. Ah oui, il y a d'autres. Tiens, oui, j'aurais une question subsidiaire à te poser. Ça me fait penser à ça. Les années Platini, c'était pas mal aussi. C'est magnifique. C'était pas mal ici. Alors, Chef Guillemot est ici sur le plateau du FC Stream Team pour présenter son bouquin collectif SoFoot, édition Marabout. Platini, coup franc, bouclette et petit short. C'est super, c'est beau parce qu'il y a plein de photos et surtout il y a des histoires. Je vais dire du bien de SoFoot, mais il faut le dire. C'est comme seul SoFoot sait les raconter. Pour le coup, il y a l'interview de Platoche, tout ça. Ouais. Ils ont fait beaucoup pour la culture foot dans le pays. Oui. Et c'est marrant parce que maintenant, ça fait longtemps qu'ils sont là, mais c'est presque SoFoot, c'est presque une revue qu'on n'imaginait pas en France à l'époque. Sur la culture sport, sur la culture foot. Ils ont réussi à porter ça, à porter le monde de la culture et du foot. Donc c'est plutôt cool. Et on va parler évidemment de Michel Platini. Mais puisque tu es là, et puisque c'est un débat, je veux dire, historiquement. Sempiternel débat, on va parler de Platini. Évidemment, tu vas nous parler de Platini, mais tu vas parler de Zidane aussi. On va te poser une question. Alors, direct, on met les pieds dans le plat. Platini, Zidane, c'est qui le numéro 1 ? Tu vois, faut les départager. Parce qu'évidemment, ils sont au même niveau. C'est stratosphérique tous les deux, mais on les départage comment ? Allez. Je pense que Platini, déjà, il était plus buteur et c'est l'essence du foot, marquer des buts. Ils ont été décisifs très souvent dans les plus grands moments. Je pense quand même que Michel Platini... Alors, là, pareil, ça se joue au micron près. Je pense que Michel Platini avait plus d'emprise sur les matchs quand il jouait avec l'équipe de France et même en club. Non, Zidane est extraordinaire. Mais Zidane à l'Euro 2000, c'est peut-être ce que j'ai vu de plus beau. Donc, on est bien d'accord. Donc, l'emprise peut-être un peu plus sur le jeu qui tourne autour de lui, comment il sent le jeu et tout, les buts en plus qu'il a marqués et surtout la difficulté, c'est-à-dire que quand Michel Platini arrive, le football français est en état de mort clinique. Alors que quand Zidane arrive, déjà 98, il y a déjà les clubs français qui brillent dans les coupes d'Europe. C'est pas la folie quand même. Non, c'est pas la folie. Français qui brillent, mais. Ouais. Mais quand l'équipe de France, en 97, joue, je ne sais pas, par exemple, contre le Danemark, on n'a pas peur. Oui, mais tu as eu l'Euro quand même. Déjà, entre les deux, tu vois. Alors que moi, je me rappelle, en 75-76, quand il arrive, tu joues contre le Luxembourg, tu n'es pas sûr de... Oui, parce qu'il n'y a pas de Coupe du Monde française entre 66 et 78. Voilà, c'est vraiment le trou noir. Il n'y a même pas d'Euro, rien du tout. C'est vraiment le trou noir. Et d'ailleurs, Michel Platini en parle. Évidemment, quand ils vont jouer à la Coupe du Monde 78, c'est une belle équipe. Mais ils sont encore plombés par le passé de lose absolu. Donc voilà. On aurait pu battre l'Argentine, on aurait pu battre l'Italie. Non, on les a pas battus parce qu'on était plombés, quoi. Ce qui n'est pas la même chose. Et ça, c'est Platoche qui a changé aussi cette mentalité. Et d'ailleurs, il ne se qualifie pas à l'Euro 80. On l'a oublié. De ce que tu définis. Alors voilà, petit avantage pour. Moi, vous allez voir, j'ai une. Pour Zidane. Mais en tout cas, petit avantage Zidane. Non, Platini. Oui, d'accord, ok. Lapsus. Moi, je ne sais pas si j'ai. C'est difficile de juger ce genre de choses-là. Moi, j'ai connu que Zidane comme joueur. Mais de ce que tu décris, j'ai l'impression, quand même, un truc assez paradoxal, c'est que Platini a des attributs pour ce débat-là plus modernes, ou en tout cas des arguments plus modernes que ceux de Zizou. Il est décisif, il a plus d'emprise sur le jeu, il est plus charismatique aussi, même si le charisme de Zidane c'est quelque chose, mais il emporte derrière lui plus leader, exactement. Et que un Platini, la candidature de Platini au Ballon d'Or en 2015, ou en 2025 en l'occurrence, aura peut-être plus de poids qu'une candidature de Zidane en 2025. Donc de ce que je retiens de ce que tu viens de dire, il avait des choses que Zidane n'a pas sur le côté statistique qui compte beaucoup plus aujourd'hui que peut-être qu'à l'époque. Et en vous écoutant, je me dis que Platini, c'est finalement un Zidane qui s'assume. Tout à fait. C'est-à-dire que le brassard, il l'a eu tard. Alors Platini, dès le début, c'est pas un sujet, c'est lui le patron. Il chambre ses coéquipiers. Alors Zidane est chambreur, mais il y a ce côté aussi taquin pour les pousser dans leur retranchement. Moi, ma dichotomie, elle est simple sur les deux. Je pense que le plus grand joueur de l'histoire du football français s'appelle Michel Platini. Parce que, comme tu l'as dit,
72 sélections, 41 buts, il faut imaginer ce que c'est. Et à l'époque, c'est pas l'Azerbaïdjan. Non. C'est des matchs contre des grosses nations, parce qu'il y a l'URSS qui a tout. Ouais. Donc vous jouez quasiment 3 fois sur 4 contre une grosse nation. Tout à fait. Niveau Pays-Bas, niveau Belgique, Belgique, Allemagne, Angleterre, il les a tous battus. Et des coups francs en veux-tu en voilà. Allez voir des highlights de Platini, c'est fantastique. Alors, des coups francs en veux-tu en voilà, comme si c'était facile, comme si c'était simple. Oui, mais pour lui, ce qui est dingue, c'est que c'était facile. Et pour lui, mais pour regarde, les coups francs feuille morte, c'est des trucs qui n'existent plus. Bon, je pense que les ballons, ils sont pour quelque chose aussi, mais bon, bref. Donc 3 fois meilleur buteur de la Serie A, le type est numéro 10. Et quand on dit numéro 10, c'est un vrai numéro. Enfin, il fait demi, mais c'est pas un avant-centre. En revanche, je pense que Zidane est un plus grand joueur à l'échelle de l'équipe de France. Moi, ma différence, c'est là. Parce que même si Platini, c'est pas même si, 9 buts, l'Euro 84, etc., cette maestria absolue, à l'arrivée, on est bien obligé de constater qu'il y en a un qui a gagné la Coupe du Monde, l'autre qui ne l'a pas gagné. Alors, on pourrait évidemment parler du contexte, évidemment, se dire que s'ils avaient peut-être eu la Coupe du Monde 98, ils avaient eu l'équivalent de la génération Platini. C'est peut-être l'Euro 84, peut-être que c'est gagné aussi, et peut-être qu'on ne se pose pas la question aujourd'hui. Mais Zidane, voilà, il y a ces 3 buts en finale de Coupe du Monde, il y a cet impact. Tu as parlé de l'Euro 2000. L'Euro 2000, c'est ce qui représente mieux Zidane pour moi, c'est-à-dire que c'est le chef d'orchestre. Voilà. Et maintenant, c'est marrant parce qu'il y a un truc que je retrouve de Platini chez d'autres joueurs, pas sur le poste, parce que le poste numéro 10 a disparu, mais dans le jeu qui est assez moderne, vous le disiez. Mais quand je vois des highlights de Zidane, je me rappelle plus la chance que j'ai eue de le voir jouer. Cette gestuelle qui est unique, c'est-à-dire que c'est un type qui a une grâce incroyable, mais qui vient aussi du football de rue. Donc c'est fin, mais toujours un peu à l'arrache. Et ce truc-là, j'ai pas d'équivalent. Alors, il y a eu un moment, Gourcuff, qui ressemblait dans la gestuelle, mais on n'a pas retrouvé ça. Et c'est vrai qu'il a cette spécificité. Ce qui le rend unique, moi, c'est cette gestuelle-là et son leadership à sa manière. Voilà, c'est de marquer. On l'a dit, il a marqué, je crois qu'il est à 28 ou 30 buts, je crois, en équipe de France. 31. Alors, il y en a 10 de moins, mais il y a plus de 30 sélections de plus que Platini. Mais il y a des buts importants. Alors que Platini, il marquait en gros, pas tout le temps, mais quasiment. Et la différence aussi, pour moi, c'est que Platini, on a su très vite qu'il était Platini. Zidane, à 22, 23 ans, 24 ans, on ne sait pas que ce sera Zidane. Et même après l'Euro, j'ai relu il n'y a pas longtemps une interview publiée dans l'équipe post-Euro 96 où Zidane raconte son Euro. Je ne suis pas sûr que si vous faites un sondage, il n'y a pas beaucoup de monde qui pense que 2 ans après, on dira ce mec-là est le meilleur joueur du monde. C'est le grand mérite d'Aimé Jacquet de dire non, si, ce sera lui le patron. Il ne fait pas une grande Coupe du Monde 98. Non, il a un rôle important. Il fait même une mauvaise Coupe du Monde. Il y a la finale. Et quand on compare par rapport à l'Euro. Mais ce qu'il y a de fabuleux, ce qui les rassemble vraiment au top, et là on parle du football mondial et non pas seulement du football français, c'est des gars qui sont pile au rendez-vous. Donc on attend Zidane en 98, un doublé, on l'attend en finale de Ligue des Champions. Non seulement il est là, mais il marque peut-être le plus beau but de l'histoire de... Et Platini, comme on insiste, parce que là on est encore au mois de novembre, c'est le mois de novembre 77, 81, 85, le dernier match au Parc des Princes, le match au coup près, qui nous fait qualifier en Coupe du Monde ou qui nous élimine. Non seulement il est là et il marque. Il a marqué. Vous regardez ce qui s'est passé en Écosse, c'est ce qui se passait à l'époque pour l'équipe de France. Voilà, c'est exactement. Puis bon, évidemment, le sommet. Inatteignable pour moi, on verra, 9 buts en 5 matchs à l'Euro 84. Moi, ça ne sera jamais battu, ou alors avec plusieurs matchs, mais 3 buts de la tête, 3 buts du gauche et 3 buts du droit. Et le triplé parfait. C'est juste stratosphérique. Ça rejoint un peu, évidemment, les 13 buts de Fontaine, qui pour moi aussi, pour tout le monde, ça ne sera jamais battu. Alors fais gaffe, parce qu'il y a maintenant un match de plus en Coupe du Monde. On n'est pas là d'en avoir 10. Donc, Au nombre de matchs. Mais de rien, ça sera quand même un record qu'aura tenu. Non, voilà, les trucs marquants, c'est... Voilà, en effet, Platini n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Sauf que les 9 buts à l'Euro 84, on ne lui enlèvera jamais. J'ai une question de Béotien, parce que je m'intéresse beaucoup à ces trucs-là. Pelé, au Brésil, a souvent adoubé des gars pour dire c'est lui qui va prendre la succession. On se souvient de sa relation avec Neymar. C'est quoi la relation entre Platini et Zidane? Est-ce qu'il y en a une déjà? Et que pense Zidane de Platini, et inversement, que pense surtout Platini de Zidane? Parce qu'on sait que chez les très grands joueurs, sur cette question épineuse de savoir qui est le plus grand, y a parfois un peu de fierté qui rentre en ligne de compte. Est-ce que Platini se considère comme le plus grand, ou est-ce qu'on a des infos là-dessus?
Non, alors déjà, les intéressés eux-mêmes, que ce soit Platini ou Zidane, allez leur dire, allez, dites-nous, bien sûr, non, mais... ils ne le diront pas. Ouais. Et je pense que même, sincèrement, personnellement, même s'ils se posent la question, ils n'y répondront pas. Ce n'est pas une chose qui les intéresse fondamentalement. Ouais. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une admiration très, très élevée réciproque. Okay. Après, Michel Platini a eu l'intelligence et l'élégance de ne pas dire « c'est mon successeur ouais. ». C'est pas comme ça que... C'est pour lui. Voilà. Et déjà, Zidane, il y a une histoire, c'est que lui, il était là en tant que ramasseur de balles à la demi-finale de l'Euro 84, France-Portugal. Okay. Donc voilà, il a toujours dit, ça m'a toujours flatté qu'on m'appelle le nouveau Platini, qu'on me compare à Platini, donc là, à ce niveau-là. Et à chaque fois qu'ils se rencontrent, moi je me rappelle des premières rencontres, c'était assez touchant. Ils avaient l'air intimidés tous les deux. La pudeur des deux. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, tout à fait. Et cette pudeur-là, c'est la pudeur des champions. Okay. Je vois pas Platini taper dans l'épaule de Zidane. Ouais, je verrais ça plus que le contraire. Ouais. Oui, oui, non, mais comment ce qu'on sait, c'est admiration réciproque. Okay. La seule petite rancœur qu'on connaît, non pas Platini-Zidane, mais Platini-France 98, c'est apparemment la scène dans les vestiaires où il va voir Deschamps, il lui dit nous, on n'a pas eu la Coupe du Monde à la maison, et en gros, Deschamps, voilà, comme tu dis, quand il dit c'est pas un grand joueur, ce qui est vrai, il faut le dire, c'est pas un grand joueur type Zidane, et que voilà, il y avait cette petite, non pas jalousie, mais et que Deschamps lui répond, en gros, tu gagnes les Coupes du Monde quand tu les organises, voilà, donc en gros, non. Mais c'est vrai qu'entre Zidane et Platini, il n'y a pas ce... Et j'étais en train de réfléchir en même temps que tu parlais, dans les autres pays, c'est cas rare aussi d'avoir deux joueurs, que ton meilleur joueur de l'histoire, finalement... Déjà sur le même poste. Tu as du mal à la distinguer. En Allemagne, c'est facile. Italie, moi je pense que c'est Baggio, mais on peut penser d'autres. Peut-être en Italie où c'est plus dur, mais il y a plein de pays où c'est finalement assez clair. Et nous, en France, on a les deux mêmes au même poste. Ouais, je me rappelle aussi, évidemment, quand Zidane est allé jouer à la Juventus. L'Argentine. Platini, ah oui, c'est vrai. Oui, je suis bête. Oui. Non, mais l'Argentine, c'est un pays de malade, c'est un pays de locaux. Mais comment dire, quand Zidane est arrivé à la Juventus, Platini n'est pas sorti en disant je lui conseille de faire ceci, je lui conseille de faire cela. Est-ce qu'il va dépasser mon aura? Est-ce qu'il va laisser une trace comme moi je l'ai laissé? Non, pas du tout. Il l'a laissé vivre. Et puis il n'a pas accablé quand il y a eu Zidane a eu des moments difficiles. Et puis voilà. Et il y a aussi une chose sur laquelle ils sont assez sensibles tous les deux, c'est les grands footballeurs français issus de l'immigration. Donc Zinedine Zidane le reconnaît, je veux dire, mais c'est pareil pour Platini. Et à ce titre, c'était quand? C'était il y a 15 jours maintenant, avec la première pierre du musée à Joffre, chez Michel Platini, du musée du football ouvrier, du football de l'immigration. Michel Platini a tenu à être là et c'est un hommage, je dirais, indirect, genre, évidemment avec son devancier qui était Kopa, d'origine polonaise, et Zinedine Zidane, d'origine algérienne. Michel Platini a conscience de ces choses-là et ça fait partie de ses valeurs et c'est des valeurs partagées. Okay. Si Platini existait aujourd'hui, le footballeur, s'il avait 25 ans, tu le mettrais où dans une équipe, et est-ce qu'il y a un joueur qui se rapproche de ce que tu as vu de Platini aujourd'hui? Un joueur qui se rapproche, je m'étais posé la question. Alors déjà, au niveau, il aurait évidemment le niveau, évidemment, en tenant compte de la préparation physique, athlétique d'aujourd'hui, du suivi médical. Pour le dire. Oui, voilà, parce évidemment. Les gens, ça allait pas vite, ça allait moins vite, ils avaient des petits shorts. Oui, sauf que c'était pas les mêmes préparations. Donc voilà, c'est petite bedaine quand même, Platini par moment. Donc, et un truc vrai à l'époque, qui raconte qu'il mettait son maillot en dehors du short pour cacher ses grosses fesses. Donc, comme Martin. Son petit complexe. Et ses cheveux aussi, qu'il n'arrivait pas à coiffer. Non, et alors déjà, tactiquement, aujourd'hui, le football, c'est beaucoup de joueurs qui jouent entre les lignes, entre guillemets. Donc, du pain béni pour Platini, qui aurait trouvé sa place. Et un joueur d'aujourd'hui, déjà, il y a quelques années, j'aurais pensé à un Bergkamp, par exemple, à la fois buteur, qui joue entre les lignes, qui joue derrière les attaquants. Qui remonte aussi les ballons. Non, c'est dur aujourd'hui. Les mecs qui remontent les ballons, c'est des box-to-box, c'est pas Platini. C'est les vrais box-to-box. Et les créateurs façon De Bruyne, Cherki. Peut-être De Bruyne. Peut-être De Bruyne, j'ai pensé à De Bruyne. Qui redescend assez bas. C'est pas un tueur. Marque pas assez. Ah oui. Marque pas assez. Bon, bref, en tout cas,
L'idée, c'est que c'est un joueur unique, comme Zidane, et qu'on a eu beaucoup de chance. Pas mal de chance, effectivement. Dernière question, ça c'est notre petit débat qu'on a des fois ici avec Martin. Top 1 et 2. On les a? On les a. Tu mets qui en troisième dans l'histoire du foot français? En troisième Ça fait plaisir si tu t'étais pas posé la question. Parce que nous, on a un avis finalement assez tranché. Sur l'histoire, j'ai presque, parce on va rester moderne quand même. Ah mais c'est pas grave, non, mais dis ce que tu veux. Mais si t'es moderne, c'est très bien aussi. J'ai envie de dire Mbappé, mais non, je dirais, allez, trop tôt. Griezmann. On est d'accord. Griezmann. Voilà, le Griezmann. Il lui fallait ça, Maxime, pour terminer en beauté. Il ne pouvait pas partir sans ça. C'est lui qui dit. Ah bah oui, 100 fois. 100 fois. Ils avaient préparé cette séquence avant. Hein. Sous-estimé. Mais évidemment. Et c'est un peu le chaînon manquant entre les deux. C'est le joueur entre les lignes qui ne s'assume pas complètement de leadership, mais qui fait une forme de travail de l'ombre que pouvait faire. Enfin, non, Zidane ne faisait pas travail de l'ombre, mais qui accepte de rester un peu dans l'ombre, mais qui peut marquer aussi. Dans les grandes interviews de France Football sur les grands sélectionneurs, lisez l'interview de notre ami sélectionneur de la Croatie, 2018. Oui, Blažević. Non, pas Blažević, 2018. Ah, 2018. Enfin, bon, bref. Grand malaise sur le plateau. Non, mais bon, moi j'entends 98. Bref. Non, 2018. Montage, bon, dans l'interview, le gros titre, Griezmann nous a fait mal. Ah oui. Alors bon, tu dis, bon, c'est une interview et tout. Et puis, non, c'est pas qu'il nous a fait mal. C'est le joueur imprenable, imprévisible, qui s'est marqué. Voilà. Mais là, on reste en moderne. Alors après, si je commence à dire, bon, Mbappé pour aujourd'hui parce que c'est la méga star. Ça va arriver. Copa, j'adore Tigana. J'ai envie de dire Gires, mais mais j'ai envie de rester moderne. Dalic, voilà, en régie. Dalic, voilà, c'est ça. J'ai envie de rester moderne, Griezmann. Ouais, on est d'accord. Voilà. Non, mais ça se tient. Tu pourrais mettre. Et après Gires, Mbappé, on les met tous. Bon, allez, on fait un top 50, Blanc, Thuram, etc. Deschamps, il faut quand même mettre assez haut. Ce foot, Platini, coup franc, bouclette et petit short, c'est, comme je le dis toujours, c'est dans les très bonnes librairies et même les mauvaises. Merci. Et même les mauvaises, sinon comment vous feriez si c'était pas en vente que dans les bonnes librairies? Édition Marabout, ça fait un beau cadeau de Noël. Hein. Beau cadeau de Noël pour tout le monde, pour les papas, les oncles. Ouais, exactement. Et même pour les jeunes de faire des couleurs. Pour les jeunes, oui. Qui est Michel Platini, qui n'est pas seulement le gars qui a eu des problèmes avec la FIFA pendant 10 ans et qui, je tiens à le dire, s'il avait été président de la FIFA, le football se porterait sans doute mieux qu'aujourd'hui. Ça, c'est mon avis. Même éventuellement président de la FFF, mais il a passé son tour. Ouais, c'est vrai, dommage. On a parlé de choses très agréables. On va vivre quelque chose de beaucoup plus désagréable. C'est désormais le quiz de Quentin Guichard, qu'on accueille tout de suite. Salut messieurs. Salut Quentin. Bonjour. La semaine a été bonne? Très bonne. On avait un débat juste avant que tu arrives sur le troisième homme de l'histoire de l'équipe de France. Je crois que tu voulais défendre la candidature de Brice Samba, non? Non, de Adrien Truffert. C'est l'anniversaire d'Adrien Truffert aujourd'hui. Bon anniversaire. Un petit quiz anniversaire, c'était bien choisi. Une sélection contre le Danemark. Bon latéral rennais. Exactement. Bon, voilà, bravo. Et apparemment, il est très enfin une analyse correcte dans cette émission. Je le suis depuis que je l'ai vu. Et apparemment, il est plutôt bon. Il est plutôt bon. Oui, il fait le travail. Shérif, tu viens nous voir pour un superbe bouquin, vous en avez parlé. Sur Michel Platini. Alors là, il y a une tension parce qu'ils se demandent tous quelle va être la thématique du quiz. Bien sûr. Des pires numéro 10 de l'équipe de France. Contre-pied sécurité, bien sûr. Ils ont porté le numéro 10 en équipe de France. Ils ont porté le numéro 10 à la Juventus depuis 1980. Ok. Vous allez jouer tous les trois, l'un contre l'autre. C'est une séance de tir au quiz classique. À la Juve. Eh oui, depuis 1980. Alors, pour savoir qui commence, qui joue en deuxième et qui joue en troisième, 2 questions pour le TOS. La première. Michel Platini a donc joué à la Juventus entre 1982 et 1987. Citez-moi le sponsor maillot de la Juventus. Non. Tamoil. Non. Ariston. Ah, oui, Shérif, tu démarreras le quiz. C'est bon, j'arrête. Je m'en vais. Merci, et attention, pour savoir qui va jouer en deuxième. Donc, Shérif, tu es tranquille. Donnez-moi le sponsor maillot actuel de la Juventus. 2 réponses possibles. Je peux les aider? Eh non. Purée, eh non. Oh, la honte.
Aïe, aïe, aïe. Là, Avant la réponse, je les donnerai, je donnerai un petit indice. Ah, pas mal, Non, pas mal. voilà, Ah si, Jeep. Jeep. Donc ce sera Maxime en deuxième. Cyril, t'es pas du tout dans ton quiz. Bah là, je pense que je peux Alors m'arrêter. Tamoil, Imam Betek Tamoil. Après, si je pense sponsor Juve, Sony Mini Disc. Oui, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je voulais Non, mais c'est sympa. On pourra faire une spéciale maillot. Oui, sur les sponsors. Ouais, ouais. Oh, mais là, ça va être, ça va être catastrophique. Là. Je répète. Le football italien. Ils ont porté le numéro 10 à la Juve. Alors attention, petite précision. Jusqu'aux années 90, le numéro n'était pas forcément attitré. Donc sur une même période, il peut y avoir, voilà, les noms peuvent se chevaucher. Voilà. Alors depuis 1980, Shérif, on t'écoute, c'est parti. Bon, hors Platini. Platini inclus. Platini, bonne réponse. Platini, merci. Deuxième point, merci. Bonne réponse de Shérif. Platini qui l'a porté donc entre 1982 et 1987. Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero qui l'a porté. C'est là que tu vois comme un joueur marque. C'est déjà qui l'a porté entre 1993 et 2012. Ah oui. Je vais dire plus récent. Un petit Dybala. Paolo Dybala, très bonne réponse, qui a porté le numéro 10 entre 2017 et 2022. Encore Shérif. Ça revient chez toi. Baggio. Ouais. Roberto Baggio, qui a porté le numéro 10 entre 1990 et 1995. C'est là que ça va devenir plus dur. Ouais. Je vais tenter. Je vais aller sur. Il a bien dû le porter une fois. Boniek. Boniek, avec un B comme bravo. Ouais, c'est pas ça. Ouais. Malheureusement, Maxime, c'est faux. Je vais le tenter parce qu'on en a parlé dans cette émission. Pogba. Ouais. Paul Pogba a porté sur deux périodes le numéro 10 entre 2015 et 2016 et entre 2022 et 2023. Excellente réponse. Shérif. Altobelli. Je crois que c'est l'Inter, Altobelli. Et oui, il ne figure pas dans la liste. Ouais. Maxime. Je vais tenter un Pirlo. Pour recoller, non. Andrea Pirlo n'a jamais porté le numéro 10. C'est quelque chose d'improbable là. De la Juve. Pour prendre la tête, Cyril. C'était pas c'est beau. Yildiz. Kenan Yildiz, qui le porte depuis 2024. Et là, c'est la sensation. Cyril prend la tête du quiz. Attention, quatrième tentative, Shérif. Il y en a combien? En tout, il y en a 24. Ah ouais. Normalement, il doit. Certains ne l'ont porté que lors d'un match. Hein. Je vous rappelle qu'il n'était pas toujours attitré. Donc il doit y en avoir beaucoup sur. Non, je passe. Tu sèches? Non, mais j'ai un joueur très précis, j'ai la tête, mais j'ai pas le nom. Et je suis focalisé sur ce joueur-là, un joueur des années 80. Ouais, je vais tenter un Paolo Rossi. Une fois, il a bien une fois. Paolo Rossi n'a jamais porté le numéro 10. Alors là, attention Cyril, c'est tout simplement... Cyril va gagner. Hein. Une balle de match. J'en ai pas, parce que je vais dire un truc, je sais que c'est pas ça. Je vais en tenter un. Ah oui, mais non, t'as dit numéro 10. Respire. Del Piero de 92 à 2012. Ouais, c'est ça. Redonne les dates de Del Piero, s'il te plaît. Del Piero, 93, 2012. Mais attends, comment c'est possible? Et dans la période, il y a d'autres numéros 10 ou pas? Oui. Bon, je vais le tenter. Mais je crois pas. Par exemple. Je vais dire un Nedved. Pavel Nedved. Incroyable. Bravo. Nedved. Non. Il y est? Non, voilà. Non. Et non. 18, non? Nedved, c'était le 11, 11 à la Juve. Tu peux faire un -1, c'est bon, ça fait 10. Bon, tout est Attention, dernière tentative, Shérif, pour revenir à égalité. Si l'un de nous ne marque pas, c'est Cyril qui remporte le quiz. Qui a gagné. Contre toute attente. Je vais tenter un truc. Pena Bianca. Pena Bianca? Non. Non. C'était le 11. Malheureusement, Shérif. C'est terminé pour Shérif. Maxime? Attends, regardez tous Cyril. Regardez bien Cyril. Là, quand tu as annoncé le thème, je ne me voyais pas dans cette position. Tu as dit Ravanelli. Ouais. Je pourrais dire Baggio. Je l'ai dit. On l'a déjà dit, Baggio. Baggio a été je pourrais dire non, Viali. Viali, j'ai failli le dire. Mais Viali, non, je pense pas qu'il ait eu le... Et j'aurais pu dire aussi Zidane, mais Zidane c'est le 21. Zidane, je crois pas. Non, je crois pas.
Je vais dire, là je vais lancer un truc, vous allez voir, c'est une bombe. Olivier Capot. Waouh. Olivier Capot. Il y a du panache là-dedans. Il y a du panache dans cet Olivier Capot. Et il n'a jamais porté le numéro 10 de la Juventus. C'est donc Cyril. une victoire Tiré. de Cyril. Au panache, un petit dernier au panache. Allez, Voilà, c'est beau là. Voilà, si tu les. Bravo. Là, Là, c'est si ton tu moment. conclus, c'est exceptionnel. ouais, je vais tenter un Camoranesi, mais j'y crois pas trop non plus. Non. Camoranesi, Alors, me dis pas que Zidane l'a porté. Zidane ne l'a jamais non, porté. non. pas porté. Jocelyn Blanchard, non? Blanchard non Moi, plus. j'ai un Zebina en tête, mais alors, Non. non, ok. Non. C'est ces gars-là qui Non, portaient le Marquisio, 10, c'était 8. Attends, qui peut l'avoir porté? Il y a du gros là, j'imagine. un peu. International italien des années 80. Ah oui, il y en a encore. Hein. Il y a encore du gros. Hein. Ouais. Il y a de l'étranger aussi. Alors, dans les plus récents, Cyril, on va venir à tes souhaits. À tes souhaits, Cyril. Je Ah, il est suis tout tombé ému. tellement. C'était pas prévu. Celui qui a pris la suite d'Alessandro Del Piero l'a porté entre 2013 et 2015. Il a joué en Angleterre. Un attaquant? Il a joué dans les deux clubs de Manchester. C'est un Sud-Américain. Ah, Tevez, bien sûr. Carlos Ah, Tevez. oui, Tevez, Ah oui, ouais. Tevez. Ça, c'est pas des numéros 10. ça, non. Ouais, ouais. Carlos Tevez a Ça- porté ça- le numéro ça- 10. ça- Ah oui, oui, d'accord, ouais, je voyais derrière la Real Antoine qui faisait comme ça, j'ai compris. Ouais, ouais. Ah oui, je me disais. Sud-Américain, ouais. ouais. Ça Ok. n'a pas de sens. Donc 2015, c'est Tevez qui a le 10, effectivement. Ouais. Ok. Et alors, ils refont une Alors, finale dis- récemment, et là, c'est Pogba qui l'a à ce moment-là. Ouais. Viali, il Ouais. l'a jamais porté. Hein. Non, non. Non. Donc vas-y, dis. Allez, je vous les balance. Ouais. Alors, Angelo Alessio. Pas de regret. Ok. Massimo Bonini. Ça, c'est encore Oui, les ça, c'est années, 84-85. Ouais, c'est après Platini, ouais. Liam Brady. Oh là Ah, là. ouais. Moi, je me rappelle de lui, mais alors là, 81-82. Ouais. Eugenio Corini. pas de regret. Luigi De Agostini. Non. Paolo Di Canio. Ouais, non, mais là, Di ils- Canio, en là, 91-92. 10 à n'importe Oh là. qui, là. Ouais. Claudio Gentile. Gentile. Ouais. Gentile, c'était un défenseur. 79-80. Ouais, comme il filait de 1 à 11. Eh Ouais, oui, ouais, eh ouais. exactement. Allez. 95-96. Celui-là, vous l'avez peut-être. 95-96. Un Yougoslave. Vujovic. Ouais. Vujovic. Jujovic. Vladimir Jugovic. Jugovic. 87-89. Vainqueur de l'Euro en 92. Ah, c'est un Danois. Donc... Ouais. Ah, bah, Laudrup. Michael Laudrup. Laudrup. Ah, purée, il fallait être couillu pour Voilà. prendre Ah, le numéro 10 à ce moment-là. Eh ouais. Là, Giancarlo Marocchi. Ouais. C'était très dur. Massimo Mauro. non. Andreas Moller. Andreas Moller. Andy Moller. Eh oui. quoi. Ouais, ouais. 92-93. David Platt. Ah oui, je me rappelle pas qu'il avait. Ouais. 92-93. Pas vu Ouais, que ouais. 7, non. Alessio Tacchinardi. Tacchinardi. Ah, Tacchinardi. Ouais, mais C'était le 18. lui. 94-95. 94-95. Ça va pas du tout avec le 10. Ah, Eh oui, c'est ça va clair. pas du tout. Roberto Tavola. Ah bah oui, si tu le dis. Non, ça, c'est quand tu réserves un restaurant. ça. Beniamino Vignola. Un cogno bataillon. 83-85. Et last but not least, Avec, donc attends, c'est avec une lettre de fin, donc c'est Oui. ordre alphabétique. Oui. Avec un V. Un Z. avec un Z. Non, non. Non. Zidane. Non, non, non. Non, mais attends, avec un Z. Zamorano, Zebina. Zibina, tu as dit donc non. Pas Zanetti, non. Il y a pas Je vous le donne. Ouais. Alexander Zichenko. Zavarov. Ah, Zavarov. Sacha Zavarov. Zavarov. Mais je... Dans les années 80. 88-89. Ouais, je Ah, me suis- alors, après l'Euro. Je vais être Ouais. très sincère. Ça Là, va, il y a un faut la braquage qui vient d'être Alors là, réalisé en Cyril, direct. bah moi je t'applaudis. Voilà. Cyril, exceptionnel. Très sportivement. Sacha Zavarov, qui est après, il y a une connexion avec Platini. Il a joué où, Sacha Zavarov, après? Ah non, si. Ah non, si. À Nancy. Ouais, ouais. Ah ouais, Mais, bravo. Mais c'est ça qui est très, beau. très bon quiz, mais franchement, Il- Eh oui. ouais, la Alors- moitié. Dur. Alors moi, je vais te dire Ouais. maintenant, c'est les quiz auxquels j'avais pensé. Que Ah tu oui, pourras vas-y. le faire. Ouais, ouais. Alors, quand j'ai pensé au numéro 10, je venais d'y penser, je me suis dit, numéro 10 en équipe de France. Ouais, là, on aurait joué sur du J'aurais- velours. Là, c'était plus facile. Un où j'aurais joué sur du velours, c'était les buteurs sur coup franc en équipe de France. Ouais. Pas beaucoup. oui. Eh ouais. C'est plus C'est vrai. dur. Je t'aurais pris Ouais. Roten, Maxime, sache-le, parce que tu nous as tellement. Au Féroé. Au Féroé. Ouais. Et non, l'autre où j'aurais pas été mal, mais tu avais déjà fait un truc comme ça avec les Français champions Ouais. d'Italie, c'était les Français de la Juve. Les Français de la Juve. Les Français de la Juve, là, je pense qu'il y a une bonne liste.
Mais voilà, non, c'était très bien. Cyril, un mot pour ta victoire. Attends, ça vaudrait presque un Ouais, là, c'est braquage. Ah oui, là, c'est. Parce que sur toute la liste des noms que tu viens de donner, dégrainer, j'en connais pas moult. Voilà. Donc, écoute, c'est une victoire catenaccio. Mais voilà. Alors, et je tiens à le dire, en bon perdant, parce que Martin dirait que je suis mauvais joueur, c'est vrai que c'est un quiz où il y en a pour tout le monde. Ah voilà. C'est ce que. Pas comme Martin. Mais c'est vrai que le Del Piero, en fait, a déjà couvert une période de ma vie. De toute façon, les 3 premiers, Del Piero, Baggio, nanana. Et puis après j'espère. Putain, Zavarov. Moi, je suis content du Yildiz et du Dybala. La Haute-Rupe, on est impardonnable. Mais après. David Platt, honnêtement, je ne me rappelais pas qu'il avait porté le 10. Ouais. C'est pas mémorable comme année. Bonini. Comme quoi, c'est très surfait le numéro 10. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour votre fidélité dans le FC Stream Team. N'hésitez pas à commenter en bas. Est-ce que vous avez été meilleurs que nous? On vous lit chaque semaine. Ouais. On a lu certaines personnes très sympas, tout simplement. Donc n'hésitez pas, ça fait aussi plaisir de recevoir de Bien sûr, toujours. Je suis pas sûr que vous étiez meilleurs que nous. Là. On n'a pas été très bon, mais quand même, c'était dur. Ouais, c'était dur. C'était dur. Rendez-vous lundi sur la chaîne YouTube d'Eurosport pour le Tour d'Europe habituel avec Arthur Merle, le FC Stream Team qui sera de retour vendredi prochain. Et puis, vous le savez, sur Eurosport et HBO Max, la saison des sports d'hiver continue. Je crois que c'est à Gurgle le ski, si je ne dis pas de bêtises, samedi et dimanche. Et vous aurez aussi deux rendez-vous la semaine prochaine. Retour gagnant avec Gilles Simon. Exactement. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il dit les choses, il les dit. Et une longue interview qu'on a faite avec Cyprien Sarrazin. Ce sera diffusé jeudi à 17h45 sur Eurosport 1. Regardez, c'est très bien. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.